On va maintenant attaquer ce qui est peut-être la partie la plus importante de cette formation, tout du moins en ce qui concerne la partie qui concerne l'analyse technique. C'est une vidéo sur comment obtenir des signaux de trading. Alors, on va voir tout d'abord des principes de base et on verra ensuite une série de 4 indicateurs qu'on étudiera à fond. On verra comment relever les signaux, comment les filtrer et comment les confirmer. Suite à ça, on verra donc dans une prochaine leçon comment définir ses objectifs et on aura terminé ce qu'on appelle le travail de l'analyste, la constitution de la boîte à outils de l'analyste dont on va se servir dans notre méthode de trading. Donc les principaux qui permettent d'obtenir des signaux, quels sont-ils? Bien sûr les supports et les résistances, les lignes et les canaux de tendance, les moyennes mobiles. On a vu qu'avec tous ces outils qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, on pouvait prendre des décisions de trading. Donc une décision de trading, c'est un signal de trading. Donc bien sûr, on a ces outils qui permettent d'obtenir des signaux. Mais on a également des outils qui vont être dédiés à l'obtention de signaux, des outils avec lesquels on ne va pas trop étudier les tendances et des outils avec lesquels on ne fera que relever des signaux de trading pour savoir exactement quand acheter et quand vendre, et on va donc voir certains de ces outils dans cette partie de la formation. Donc on va rappeler d'abord la différence entre le chartisme, qui est l'étude des graphiques, et puis l'analyse technique, avec les indicateurs techniques, où il s'agit d'étudier des indicateurs qui prennent pour base les graphiques. Il y a donc des notions d'approfondissement de l'analyse dans ce qu'on dit, à savoir que le chartisme étudie directement les graphiques, donc l'information brute, et avec les indicateurs, on fait un retraitement mathématique de ces graphiques pour arriver à, en général, d'autres graphiques que l'on va interpréter. Donc on prend une certaine distance vis-à-vis de l'information brute et on approfondit ainsi l'analyse. C'est pour ça que c'est important, avant de faire ça, de faire l'étude de tendance. C'est pour avoir une vision globale des choses. Une fois qu'on a une vision globale des choses, on l'affine grâce aux indicateurs, mais il ne faut pas faire les choses dans le mauvais sens, parce que sans vision globale des choses, on n'arrive à rien de bien. Donc les indicateurs qu'on utilise dans notre formation prennent pour base l'autoréalisation. L'autoréalisation, je vous rappelle que ça stipule que si l'analyse technique fonctionne, c'est parce que tout le monde fait de l'analyse technique. Et comme tout le monde fait de l'analyse technique, il y a beaucoup de personnes qui vont voir les mêmes signaux au même moment, agir de la même manière au même moment et donc faire bouger le marché par autoréalisation. Donc, si l'analyse technique est essentiellement autoréalisatrice, on va avoir besoin d'utiliser des indicateurs très répandus pour essayer de viser ce qui va être le plus utilisé par un nombre important de traders. Donc, on a choisi, nous, le MACD, le RSI, le CCI et l'oscillateur stochastique. Donc on va présenter les signaux qu'on peut trouver sur ces 4 indicateurs, ce qui est déjà largement suffisant dans une méthode de trading. On verra d'ailleurs que dans la méthode de trading, on n'utilisera généralement que 2 oscillateurs. On en étudie 4 pour pouvoir avoir l'opportunité de faire des modifications dans la méthode de trading pour que vous puissiez en quelque sorte construire vous-même votre propre méthode. Mais 4 indicateurs, maîtriser à fond 4 indicateurs, c'est selon nous largement suffisant. Rien ne vous empêche par la suite de vous renseigner sur d'autres indicateurs, mais si vous en maîtrisez déjà 4, vous avez entre guillemets largement assez d'armes pour pouvoir attaquer le marché du forex. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'il faut faire attention parce qu'un indicateur fournit généralement plusieurs signaux de différentes valeurs. Quand on se renseigne sur un indicateur, on est en général informé de la manière de l'interpréter à la base, de la manière de l'interpréter qui a été prévue par l'auteur de l'indicateur, mais il y a en général plusieurs manières d'interpréter un même indicateur et donc on va avoir plusieurs signaux différents. Par exemple, avec le MACD, on va pouvoir relever 4 signaux différents. Donc encore une fois, on voit ici l'intérêt de maîtriser à fond les choses, plutôt que de se contenter d'avoir une maîtrise superficielle d'un indicateur. On va le maîtriser à fond, et là où certains vont relever un seul type de signal, nous on va relever 4 types de signaux.
Donc c'est ça vraiment le cœur de la méthode professeur Forex, hein, si on peut appeler ça une méthode. C'est vraiment de maîtriser à fond des choses simples et de s'en servir en appliquant du bon sens, en appliquant le bon sens. Et c'est vraiment ce qui paye sur la durée, hein. Nous, on a pu s'en rendre compte de manière assez flagrante. Donc on va commencer avec l'indicateur MACD qui découle en quelque sorte des moyennes mobiles, hein. Je vais vous exposer le calcul, mais sachez que c'est calculé automatiquement par les plateformes de trading, hein. Seulement, le calcul est intéressant à connaître parce qu'on se rend compte que finalement le MACD c'est quoi? C'est un approfondissement de ce qu'on a vu avec les moyennes mobiles quand on recherchait les croisements entre moyennes mobiles pour trouver des signaux de trading, hein. Donc le MACD c'est un petit peu la même chose, en plus compliqué, hein, globalement. Donc c'est composé de quoi l'indicateur MACD? Il y a la ligne de MACD, hein, qui est obtenue en calculant la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 périodes, et on a la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle 9, pas des cours, mais de la ligne de MACD. C'est-à-dire qu'on a la ligne de MACD qui représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, et on a la ligne de signal qui représente la moyenne mobile exponentielle de la courbe représentée par la ligne de MACD. Et on a un troisième élément sur le MACD, c'est l'histogramme, qui est la représentation en barre de la différence entre la ligne de MACD et la ligne de signal, hein. Donc on a la ligne de MACD qui est la différence entre deux moyennes mobiles, on a la ligne de signal qui est la moyenne mobile de cette différence, et on a l'histogramme qui est la différence entre les deux lignes qu'on a trouvées aux deux étapes précédentes, hein. Donc on a différents types de signaux, on a les croisements, les surachats et les surventes, les divergences et la lecture de l'histogramme. Alors on a vu dans la diapositive précédente que un indicateur fournit plusieurs signaux de différentes valeurs. Là, pour le MACD, on va avoir les croisements qui seront les signaux les plus importants, hein. C'est ce qu'on va voir en premier lieu. Donc quand la ligne de MACD tombe sous la ligne de signal, il s'agit d'un signal de vente, et quand la ligne de MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il s'agit d'un signal d'achat. Donc ça c'est très simple, hein, c'est exactement le même principe qu'avec les croisements de moyenne mobile, sauf que ça se fait plus sur les graphiques, ça se fait sur une zone qu'on va placer sous les graphiques, hein. C'est ce qu'on va voir en exemple tout de suite avec un graphique horaire de l'euro-dollar, hein. Donc on va y insérer l'outil MACD. Voilà, donc ça vient se placer généralement sous le graphique, hein. On va agrandir tout ça pour qu'on puisse voir de manière simple, hein. Donc on a la ligne de MACD ici qui est en rouge et la ligne de signal qui est en bleu, hein. Donc quand la ligne de MACD passe en dessous de la ligne de signal, on a un signal vendeur, et quand la ligne de MACD passe au-dessus de la ligne de signal, on a un signal acheteur. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec les moyennes mobiles, à savoir qu'on va commencer par cercler tous les croisements, hein, et on va appliquer également les mêmes principes. Par exemple ici, je vois que j'ai deux croisements très rapprochés. Je sais que dans les moyennes mobiles, les croisements très rapprochés, j'en tiens pas trop compte. Donc là, je vais pas en tenir compte non plus, hein. Donc j'ai un premier croisement ici. J'ai un second croisement ici. Là, j'ai deux croisements très rapprochés, j'en tiens donc pas compte. Là, j'ai un croisement. Là, j'ai deux croisements assez rapprochés aussi. On pourra en tenir compte, on va les noter pour voir ce qui se passe. Et puis, ça nous permettra peut-être de nous rendre compte qu'effectivement, c'est une bonne idée de ne pas s'intéresser aux croisements qui sont trop rapprochés les uns des autres. Voilà. Voilà. Ici, on a plusieurs croisements très rapprochés dont on ne va pas tenir compte, hein. On va éventuellement tenir compte de celui-là. Là, ils sont assez rapprochés, les moyennes mobiles sont confondues. On voit bien que c'est une situation peu propice à la prise de position. Encore une fois, c'est aussi une question de sentiment et de bon sens. On sait que quand les choses sont pas claires, il vaut mieux pas prendre de position. Là, ça arrête pas de se croiser, c'est plutôt plat, les deux lignes sont confondues, c'est clairement pas clair, hein, si j'ose dire.
Voilà, et on va encercler les 2 derniers pour voir ensuite ce qui se passe si on avait suivi les signaux. Donc le premier signal, on a la ligne de MACD qui passe sous la ligne de signal. C'est donc un signal vendeur. Ce signal vendeur, on l'aurait suivi un petit peu après le croisement, hein, pour qu'on ait le croisement effectivement qui est consommé. On aurait profité de cette petite baisse, hein. Donc on va dire que ce signal aurait été plutôt neutre, hein, voire perdant si on est resté trop longtemps, hein. Donc tous les signaux de MACD ne fonctionnent pas, bien sûr, hein. On a un croisement haussier ici, donc on peut le repérer quand le croisement est bien effectué, donc à partir de là, ce qui nous aurait incité à acheter donc sur le graphique à partir d'ici, ce qui aurait été une bonne opération, hein, compte tenu de la hausse qu'il y a après. On a ici cette fois un croisement baissier, hein, j'ai la ligne de MACD qui passe sous la ligne de signal, je le repère à partir d'ici, j'aurais pu effectivement profiter de cette petite baisse qu'on voit ici, hein. Ensuite un croisement haussier, que j'aurais repéré à partir d'ici. Donc ici, ça nous aurait incité à acheter pile sur la pointe. Ça aurait été une mauvaise opération. Et ensuite, ici, on voit le croisement à partir d'ici. Ça nous aurait incité à vendre ici. Donc on aurait une opération qui aurait très certainement compensé la perte d'avant, hein. Donc on peut dire que ces deux signaux s'annulent, hein. Là aussi, on a quelque chose de neutre, hein. Ensuite, ici, on voit qu'on a un croisement de MACD qui est un croisement acheteur, hein. Ça nous incite à acheter à peu près ici, donc on profite effectivement au moins d'une bougie haussière. Ici, on a un signal de vente qui est peut-être justement plus profitable, hein. On le voit à partir d'ici, on voit effectivement qu'après, il y a une lourde baisse. Ensuite, un signal acheteur ici qui nous aurait incité à prendre position sur ce petit mouvement, hein. Je vous rappelle que c'est un graphique horaire, hein, donc chaque bougie représente 1 heure, hein. Ensuite, ici, un croisement baissier qu'on aurait suivi à partir d'ici et qui aurait donc été légèrement profitable. Ensuite, un croisement haussier qu'on aurait suivi à partir de là et il aurait été également profitable, hein. Un autre croisement haussier ici qui était visible à partir d'ici sur les graphiques qui nous aurait également profité. Ensuite, un croisement baissier qu'on aurait vu à partir d'ici, mais somme toute, on l'aurait peut-être pas suivi ce croisement. Pourquoi? Parce qu'on voit que avant qu'on puisse le voir, on a une forte bougie baissière et qu'on sait très bien que une baisse comme ça va pas se poursuivre indéfiniment. Donc, on l'aurait très certainement pas suivi, hein. Donc, un signal qui nous aurait pas forcément fait perdre de l'argent. Et ensuite, ici, un croisement haussier, hein, qui a été aussi assez efficace. Et enfin, ici, un croisement baissier qui est toujours d'actualité et qui est pour l'instant profitable. Donc, on voit que globalement, c'est un indicateur qui fonctionne bien, hein, quand on sait filtrer les signaux. On va essayer d'être un peu plus exigeant dans les signaux qu'on relève et puis on va voir si ça nous aurait permis d'éviter certaines erreurs, hein. Je vois par exemple ici que ce signal intervient dans une phase de marché plutôt plate, hein. On sait que quand le marché est plutôt plat, c'est un peu délicat de prendre position. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu en déduire? On aurait pu en déduire que ces croisements, on aurait pu à la limite les filtrer. Voilà. Ensuite ici, ok, pas de problème. Là, on a deux croisements rapprochés, donc on aurait pu aussi les filtrer. Là, d'accord. Bon, là, ces croisements sont assez espacés. Et ensuite, celui-là, il intervient à la fin d'une période d'incertitude, hein, donc on aurait pu éviter de le suivre aussi. De même que celui-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin d'une période de plat, entre guillemets, hein. On ne sait pas encore que ça va se diriger à la baisse à ce moment-là, hein. Donc on va peut-être pas en tenir compte parce qu'on sait que quand c'est plat et confondu, il y a beaucoup de mauvais signaux, hein. Donc concrètement, il nous reste ça. Là, croisement baissier légèrement profitable. Là, croisement haussier légèrement profitable. Là, croisement baissier très profitable. Là, croisement haussier très légèrement profitable. Croisement baissier profitable, croisement haussier très largement profitable, et ici croisement haussier aussi largement profitable, et enfin croisement
baissier qui est pour l'instant profitable. Donc on voit qu'effectivement quand on s'intéresse à tous les croisements de MACD, si on joue entre guillemets tous les croisements, on va faire face à pas mal de faux signaux, mais on se rend compte que en étant tout de suite un petit peu plus exigeant avec la prise en compte de ces signaux, on se retrouve finalement là sur notre exemple avec 100% de signaux qui fonctionnent simplement en étant légèrement exigeant. Alors pour être exigeant dans les croisements de MACD, il ne faut pas tenir compte des croisements qui interviennent dans les moments où les deux lignes sont plutôt plates, plutôt confondues et qu'elles n'arrêtent pas de s'entrecroiser. L'idéal, c'est vraiment quand on a des croisements, puis des écartements, des rapprochements, un autre croisement, etc. Quand on a vraiment des mouvements clairs et des mouvements amples. Encore une fois, c'est des choses claires et des choses amples qui sont repérées par le marché, parce que là, on a on peut donner un exemple de pourquoi il faut rechercher surtout des signaux clairs. On voit ici que c'est pas vraiment quelque chose qui a l'air significatif. Si on essaye un petit peu de se mettre dans la tête des autres traders, on voit qu'ici, il y a beaucoup de signaux. On sait que c'est pas des signaux très importants. Par contre, ici, on voit que on a eu le dernier signal de MACD qu'on a eu, c'était il y a longtemps. On voit que ça s'est écarté et d'un seul coup, ça se rapproche. Ça, c'est quelque chose qui va attirer l'attention de beaucoup de monde et c'est quelque chose qui va potentiellement être très suivi. Donc quelque part, il faut un petit peu au bout d'un moment se faire confiance et se dire tiens, si ça je l'ai vu de manière évidente au premier coup, peut-être que il y a beaucoup de gens qui vont réagir comme moi et que donc c'est un signal à suivre peut-être plus fortement que les autres. Donc quand on fait du filtrage de signaux, on peut se fixer des règles. Là, par exemple, pour les croisements de MACD, pas tenir compte des croisements qui sont trop rapprochés ou des croisements qui se font alors que les deux lignes évoluent de manière plate. Mais on peut aussi simplement se dire, je vais directement vers ce qui est le plus évident et ce qui me paraît le moins évident, visuellement, je parle, je l'élimine. Donc voilà un principe de filtrage. Quand je vous disais que faut essayer d'appliquer le bon sens partout où c'est possible, qu'à chaque fois qu'on peut remplacer le bon sens par l'analyse, il ne faut pas s'en passer. C'est un petit peu ce que je vous montre là avec cet exercice de filtrage. Vous pouvez vous fixer des règles que je vous ai édictées, ou vous pouvez tout simplement vous dire je vais regarder ce qui est le plus évident. Donc voilà pour les croisements de MACD. Donc c'est très simple, on regarde les croisements des deux lignes et puis je vous rappelle que dans la réalité, on peut pas prendre position pile sur un croisement parce qu'on ne sait pas si ça va croiser. Donc on est obligé d'attendre un petit peu, de confirmer que ça est croisé pour pouvoir prendre position. Donc si vous regardez sur vos propres graphiques si ça fonctionne bien, etc. Quand vous faites vos calculs, imaginons de ce que vous auriez pu gagner sur une journée en suivant tous les croisements de MACD, calculez pas à partir du point de croisement, calculez quand vous auriez pu voir effectivement que le croisement était confirmé. On va maintenant passer à une autre technique d'analyse du MACD, c'est les surachats et les surventes. On dit que quand la ligne de MACD atteint un niveau anormalement élevé, ça signifie que la devise est surachetée et qu'un retournement à la baisse est envisageable. Et à l'inverse, on dit que quand la ligne de MACD atteint un niveau anormalement bas, ça signifie que la devise est survendue et qu'un retournement à la hausse, cette fois, est à prévoir. Donc, on va voir ce que ça peut donner avec notre même graphique sur l'euro-dollar. Donc, on va effacer tous nos croisements pour plus de lisibilité. Et puis on va voir effectivement à quoi ça peut ressembler des niveaux de surachat et de survente. Il va tout d'abord falloir définir des bornes à partir desquelles on considère que c'est anormalement haut ou que c'est anormalement bas. Donc ça va changer à chaque fois, parce que comme vous pouvez le constater, on n'a pas vraiment de borne. On a une graduation sur le MACD, mais on n'a pas de bornes qui sont prédéfinies comme sur d'autres indicateurs. Donc déjà, pour définir ces bornes de surachat et de survente, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder historiquement sur le MACD, on va prendre le MACD le plus long qu'on peut, et puis on va regarder si on a, on va pointer les niveaux extrêmes.
on a déjà effectivement le niveau des 0,60 à peu près, et puis le niveau des moins 0,60 hein, qui peut être considéré comme des niveaux anormalement élevés ou anormalement bas parce qu'ils ont été touchés peu de fois. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe si on avait profité de ces signaux hein. Donc, quand c'est anormalement bas, bah, on a des probabilités de retournement à la hausse. Donc ici, si on s'était servi de ce point bas ici, bah, on aurait effectivement pu profiter d'un mouvement haussier ensuite, hein, ce large mouvement-là. Ensuite, bah, ici, si on avait utilisé ce point bas pour prendre position à l'achat, on aurait aussi profité bah, d'une forte hausse. Et ici, si on avait profité de ce point haut pour prendre une position à la vente, bah, on aurait été aussi gagnant, hein, vu que là, le graphique se dirige à la baisse. On voit que déjà avec deux signaux de MACD, on peut avoir des confirmations parce que vous voyez qu'ici, si vous suivez le MACD, vous vous dites ah bah tiens, je suis dans une forte hausse ici sur cette partie du graphique. Ça continue. Tiens, j'atteins une borne haute hein, du MACD. J'atteins un niveau que je considère comme anormalement élevé. Potentiellement, ça va se retourner. Et ensuite, vous voyez le croisement bah, qui vient confirmer votre surachat de MACD, hein, votre niveau anormalement élevé de MACD, et puis vous avez donc bah, deux éléments pour confirmer votre prise de position à la vente, hein, qui aurait été judicieuse, hein, vu qu'on voit que le graphique pour l'instant se dirige à la baisse. Hein. Donc la difficulté avec les surachats et les surventes de MACD, hein, donc surachat-survente, ça veut dire niveau anormalement élevé, niveau anormalement bas, bah, c'est de placer ces bornes. Hein. Donc pour placer ces bornes, on va prioritairement regarder l'historique, hein, on va voir bah, les niveaux extrêmes hein, qui ont été touchés une ou plusieurs fois. Et puis on va se dire qu'on va regarder tout d'abord que ces niveaux extrêmes, si on les avait joués entre guillemets, ils auraient fonctionné. Hein. Là on voit que la borne basse, bah, elle a fonctionné deux fois. Hein. Là si j'achète ici, je profite de cette hausse. Et si j'achète ici, je profite de cette hausse. Hein, d'accord ? Donc ils ont fonctionné, donc pourquoi pas les suivre. Et on va donc ensuite garder ces bornes pour la suite. Hein, et on va se dire que bah, à chaque fois que ça touche les moins 0,60, on a une probabilité de rebond. Et à chaque fois que ça touche les 0,060, la borne haute, on a une probabilité bah, de correction. Donc voilà pour ces niveaux. Hein. Donc simplement vous regardez sur votre graphique. Hein. On peut le faire sur une autre échelle de temps par exemple. Hein. On prend ce graphique journalier. Hein. Donc voilà, là c'est un graphique journalier, on était sur un graphique horaire. On a le MACD pareil. Et puis bah, on se rend compte que sur le graphique journalier, on a des extrêmes qui sont légèrement différents. Hein. Donc si on travaillait sur un graphique journalier, on pourrait prendre des bornes hautes et des bornes basses. Bah, ici par exemple, hein, à 0,266 et puis à la borne basse à peu près ici. Hein. Donc c'est très simple, hein, on regarde les niveaux extrêmes et on voit que c'est à peu près ces zones-là qui vont être considérées comme anormalement hautes ou anormalement basses dans le futur. Hein. C'est un peu ça l'analyse technique. Hein. Outre l'autoréalisation, l'analyse technique c'est présager du fait que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire à l'avenir. Donc si on est reparti à la baisse après avoir touché ce niveau dans le passé, pourquoi on repartirait pas de nouveau à la baisse si ce niveau est de nouveau touché. Hein. C'est ça l'esprit originel de l'analyse technique et c'est ça qui fait aussi que c'est très suivi. Hein. C'est parce qu'on peut se reposer sur quelque chose de tangible. C'est ce qui s'est passé avant. Pourquoi ça se repasserait pas maintenant, hein. C'est d'une logique implacable et c'est ça aussi qui fait la logique de le succès de l'analyse technique. Hein. Donc revenons-en à notre MACD pour aller voir un autre type de signal. Donc les divergences. C'est un concept qui est absolument fondamental et sur lequel on va s'arrêter un petit peu parce que c'est un concept qu'on va pouvoir appliquer à quasiment tous les indicateurs. Hein. C'est en gros une méthode d'interprétation des indicateurs qui va être commune à la majorité justement des indicateurs et concrètement il va s'agir de repérer des différences entre ce qu'on voit sur les indicateurs et ce qu'on voit sur les cours. Hein. Donc il y a deux types de divergences. Il y a les divergences baissières et il y a les divergences haussières. Hein. Ça sera la même chose pour tous les indicateurs. Hein. Donc on rentre dans le détail pour le MACD et puis on y passera ensuite plus rapidement pour les autres indicateurs.
Donc quand les prix évoluent à la hausse et marquent des pics toujours plus élevés et que la ligne de MACD marque des pics de plus en plus bas, il s'agit d'une divergence baissière et dans ce cas, il faudra s'attendre à un retournement à la baisse des prix. Donc vous voyez que encore une fois ici, on s'intéresse au plus haut ou au plus bas. C'est vraiment un concept fondamental dans le trading. Et donc la divergence haussière, c'est l'inverse, c'est quand les prix évoluent à la baisse et marquent des creux toujours plus bas et qu'au contraire, les creux de la ligne de MACD sont de plus en plus hauts. Dans ces cas-là, il faudra s'attendre à un retournement à la hausse. On va voir ce que ça peut donner sur le même graphique qu'on avait tout à l'heure. Donc bien sûr, pour pouvoir repérer des divergences, vous l'avez compris, il va falloir repérer des plus hauts et des plus bas, les plus hauts et les plus bas, les plus significatifs. Alors on va le faire sur quoi? On va le faire d'abord sur le MACD. Pourquoi? Parce que le MACD c'est déjà lissé, donc ça va être beaucoup plus simple de repérer des plus hauts et des plus bas. On va zoomer un petit peu sur le graphique, on va voir si on trouve des divergences. Il n'est pas dit qu'on en trouve, il n'y en a pas tout le temps. Donc on va pointer d'abord les plus bas. Voilà. 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 On va maintenant pointer les plus hauts. Donc c'est plus facile quand même sur le MACD que ça ne l'est sur les prix directement. On voit tout de suite les pics et les creux qui se détachent bien plus facilement avec le MACD qu'avec les prix directement. Et on va voir qu'ensuite il suffira juste d'essayer de trouver les pics et les creux correspondants sur les prix. Voilà. Donc ensuite, on va regarder, on va pointer les mêmes pics et creux. Donc ce creux-là, il correspond à ce creux-là. Ce creux-là, il correspond à ce creux-là. Ce creux-là, il correspond à ce creux-là. Ce creux-là à celui-là. Et ainsi de suite. Celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Voilà. Voilà. Maintenant, les plus hauts correspondent à cette zone. Celui-là correspond à cette zone. Celui-là correspond à cette zone. Celui-là à cette zone. Voilà. Ici, ça correspond à cette zone. Ici, ici. Voilà. Voilà. Et ce pic. Voilà. Donc maintenant notre travail ça va être quoi? Ça va être de regarder des différences entre les plus hauts du haut et les plus hauts et les plus bas du haut et les plus hauts et les plus bas du MACD. Donc on va pour ça prendre notre petite réglette où on va simplement regarder. On va d'abord s'intéresser au plus bas. Là on a sur le graphique deux plus bas qui sont décroissants. D'accord? Et on a deux plus bas qui sont croissants sur le MACD. Donc on peut mettre en lumière une divergence. Si on relie ces plus bas, ça fait une ligne qui baisse. Et si on relie les plus bas correspondants sur le MACD, ça fait une ligne qui monte. Donc ça, c'est une divergence haussière. Donc ça veut dire que c'est un signal haussier. Et donc on aurait pu la repérer à partir d'ici, une fois qu'on a marqué le deuxième plus haut. Et ça nous aurait incité à acheter ici, donc à profiter de cette hausse. Donc je répète, je vois qu'il y a deux plus bas décroissants. Les deux plus bas correspondants sur le MACD sont eux croissants. On attend de voir qu'effectivement c'est un plus bas. Et on peut commencer à acheter à partir d'ici, sur les graphiques, pour profiter de ce mouvement de hausse. On va effacer cette divergence, voir si on peut
en trouver d'autres pour l'exemple. Ensuite, donc, on a un plus bas ici. Donc, les plus bas sont croissants sur le MACD et sur le graphique, pas de problème. Là, on a des plus bas croissants sur les prix et décroissants, les plus bas correspondants, sur le MACD. Donc là, ce coup-ci, on a une divergence baissière. On a une ligne haussière sur les cours et une ligne baissière sur le MACD, ce qui est synonyme de baisse. Donc à partir de quand on l'aurait vu, cette divergence baissière, on l'aurait vu à partir d'ici, ce qui nous aurait incité à vendre là et à profiter de ce mouvement de baisse. On va essayer d'en repérer d'autres. Alors, on en était à ce plus bas. Donc ensuite, les plus bas sur le graphique sont croissants, sont décroissants, ils sont également décroissants sur le MACD. Donc ensuite, décroissant, 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 légèrement décroissant, mais bon, c'est pas une divergence. Ensuite, croissant sur les cours, décroissant sur le MACD. Donc, divergence baissière, voilà, qui nous aurait incité à vendre à partir d'ici. Donc là, pour le coup, ça aurait été une très mauvaise opération parce que ça nous aurait incité à vendre alors que le marché a progressé. Donc ça me permet de vous montrer deux choses. Ça me permet déjà de vous montrer d'une que les signaux, quels qu'ils soient, ça fonctionne pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'on aura tout le temps des faux signaux. Et ça me permet aussi d'aborder une première règle de filtrage des divergences dans le MACD. Donc, pour essayer de se débarrasser des divergences qu'il ne faut pas suivre, on va encore une fois essayer de faire preuve de bon sens. Quand on essaye de repérer un signal de vente, c'est en gros un retournement baissier la plupart du temps. Donc pour qu'on se retourne à la baisse, il faut être monté haut. Donc les divergences baissières, les signaux de baisse, on va les chercher plutôt dans le haut du MACD. Et à l'inverse, les divergences haussières, les signaux de hausse, on va les chercher plutôt bas dans le MACD. Donc on peut se fixer une petite règle. Par exemple, je mets des bornes à mon MACD. Il y a la ligne de 0 qui est au milieu. Donc ça, c'est le milieu du MACD. Je vais la mettre en noir et en épais. Voilà, ça c'est le milieu du MACD et je vais pouvoir me mettre des bornes de sécurité, pourquoi pas, donc pourquoi pas à 0,020. Voilà, je les mets en noir aussi. Et une autre symétrique à moins 0,020. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans cette zone-là? J'ai une zone dans laquelle je ne prendrai pas en compte les signaux. Parce que on est trop au milieu du MACD et en gros, l'indicateur n'est pas assez, entre guillemets, engagé. Et ça permet d'éliminer pas mal de faux signaux, dont le faux signal qu'on a vu ici. Donc effectivement, ça en élimine d'autres. Ça élimine pas celui-là, mais ça en élimine un qui était gagnant ici. Mais on peut pas fondamentalement tout avoir. Si on fait du filtrage, c'est pour éliminer les faux signaux, mais par la force des choses, on éliminera aussi des bons signaux. En tout cas, ça vous montre que avec cette simple règle de filtrage qui me dit que je prends en compte les retournements haussiers qui se font bas et les retournements baissiers qui se font haut en mettant en lumière une zone de non-droit au sein de laquelle on ne va pas regarder les divergences, ça peut être utile. Donc maintenant qu'on a notre règle de filtrage des divergences, on a regardé, je vous le rappelle, les divergences sur les plus bas, on va regarder maintenant les divergences sur les plus hauts. Donc maintenant, je m'intéresse aux flèches rouges. Donc là, j'en ai deux qui sont croissantes ici, sur les graphiques, sur le MACD, et sur les graphiques, elles sont décroissantes. Donc ça aurait été un signal de hausse, vu qu'on peut tracer une ligne ici qui est haussière, voilà, et puis la ligne correspondante sur les prix, entre ces deux plus hauts, entre ces deux points,
elle est bon, globalement baissière, hein. Donc là, on a une divergence haussière, hein, vu que l'indicateur MACD est à la hausse et puis on a les prix qui sont à la baisse. Donc ça devrait nous inciter à acheter, ce qui confirme d'ailleurs la divergence haussière qu'on a vue ici, hein, tout simplement. Donc ça aurait confirmé notre achat ici. Ensuite, d'autres, ces plus hauts-là, de toute façon, je les aurais pas pris en compte parce qu'ils sont dans la bande, hein, mais c'était quand même une divergence. Ensuite, on a ici, de plus haut, décroissant sur le MACD et croissant sur les prix. Signal de vente, hein, croissant ici, décroissant ici. Signal de vente d'autant plus que on est dans le cadre de nos règles de filtrage, hein, on est au-dessus des bornes qu'on a définies, hein. Alors j'ai mis 0,20 et moins 0,20, c'est arbitraire, hein, on pourrait être encore plus exigeant et mettre moins 0,040 et puis 0,040, hein. Ça aussi, ça fait partie des méthodes de trading, hein. J'en profite ici pour faire une parenthèse. On va voir que des indicateurs, ça peut se régler, les règles de filtrage, ça peut se changer, et que tout ça, ça fait partie de la méthode de trading. Et on verra que une méthode de trading, c'est toute une succession de petites choses à faire et de constatations à faire pour pouvoir arriver à une décision de trading. Donc, concrètement, si on veut modifier une méthode, ça peut passer par exemple par modifier simplement le filtre, hein. Vous pouvez mettre une méthode en place. Dans votre méthode, vous avez décidé d'utiliser les divergences de MACD. Vous mettez votre méthode en place une semaine avec du filtre de divergence à 0,020 et à moins 0,020, comme on l'a fait ici, et vous vous rendez compte que ça fonctionne pas bien. Vous pouvez tout simplement vous dire, la semaine d'après, je fais exactement la même chose, sauf que je vais être encore plus exigeant dans mon filtrage, et mes bornes, je vais les mettre au 0,040 et au moins 0,040. Alors vous verrez beaucoup moins de divergence, vous allez jouer beaucoup moins de divergence, mais vous allez certainement jouer aussi beaucoup moins de faux signaux, hein. Donc ça aussi, ça fait partie de la modification d'une méthode de trading, hein. Rendez-vous compte que dans certains cas, si je décide de suivre des divergences de MACD, je peux passer d'un trading gagnant à un trading perdant juste en ayant filtré plus ou moins bien mes signaux, hein. Si je les filtre bien, j'arrive à un trading gagnant. Si je les filtre pas bien, avec le même indicateur, j'arrive au final à perdre de l'argent, hein. Donc vraiment, parfois de toutes petites choses peuvent tout changer dans une méthode de trading, et les filtres en font partie, hein. On va donc continuer nos observations ici, hein. Je vais effacer la ligne du milieu d'ailleurs, maintenant qu'on l'a. Donc c'est toute cette bande, entre guillemets, qui est interdite. Donc ensuite, on a on a un plus haut qui est dans la borne, donc on ne va pas trop s'en servir. Ensuite, on a ici des plus hauts décroissants et sur le graphique, des plus hauts croissants. Voilà, ici, comme ça. Et sur les graphiques, on voit que c'est légèrement décroissant. Donc là, on a une divergence baissière qui nous aura incité à prendre position sur cette bougie baissière, hein, et puis sur la petite baisse qui a suivi. Et pour finir, hein, nos deux derniers plus hauts sont croissants sur le MACD et croissants sur le graphique. Donc voilà pour la divergence, hein. Donc la méthode est simple, hein. Premièrement, on note les plus hauts et les plus bas les plus significatifs sur le MACD, la ligne rouge. Deuxièmement, on trouve les plus hauts et les plus bas correspondants sur les prix. Donc ça, c'est visuel, hein, tout simplement, hein. Vous regardez, vous avez un plus bas là, vous regardez sur le graphique au même endroit, il y a un plus bas, vous pointez la flèche au même endroit, hein, tout simplement. Et ensuite, vous regardez point par point si ça correspond. Si c'est croissant et croissant, là pour le coup c'était décroissant là et croissant là, donc on avait ce signal aussi, effectivement. Donc ça, c'est une divergence. Voilà, tout simplement, hein. On regarde méthodiquement des différences, hein. Et c'est ça un petit peu tout l'intérêt de cette formation à l'université du Forex, hein. Le concept de la divergence, vous l'aurez
vous l'aurez dans n'importe quel livre, dans n'importe quelle formation. Ça, c'est un secret pour personne. Par contre, savoir repérer les divergences, ça peut être très difficile quand on n'a pas de méthode. Si on vous donne un graphique et un oscillateur et qu'on vous dit allez-y repérer les divergences, vous allez voir que lâcher tout seul comme ça peut vraiment être très difficile, hein. C'est ça, nous, notre avantage, c'est la manière de vous donner un petit peu des raccourcis vers l'expérience. C'est-à-dire que nous, on est conscient qu'en tant que débutant, vous ne pouvez pas vous reposer sur votre expérience pour repérer les divergences. Donc on vous donne une méthode à suivre pas à pas. Vous pointez les plus hauts et les plus bas, vous regardez point par point, etc. Et en faisant ça, vous allez certes moins vite que quelqu'un qui fonctionne avec expérience, mais vous êtes tout aussi efficace et vous arrivez à une analyse tout aussi juste, hein. C'est bien préférable de travailler comme ça plutôt que de se dire bon je vais essayer de faire de la divergence et perdre de l'argent jusqu'à ce que j'ai bien compris ce que c'est qu'une divergence, hein. Au moins avec cette méthode qui est certes scolaire et puis un petit peu laborieuse, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes obligé de repérer toutes les divergences que vous avez sur le graphique et ceci de manière ultra simple. Pourquoi? Parce que c'est visuel, parce que c'est point par point et parce qu'il n'y a aucun moment où vous vous retrouvez dans la certitude, hein. Donc c'est ça, selon nous, notre force, hein. C'est pas le contenu, hein, des techniques qu'on vous apprend, hein. Ça reste des choses très simples et connues du plus grand nombre, hein. Mais c'est la manière qu'on a de vous montrer comment appliquer les choses qui fait, selon nous, notre force, hein. Et si ça peut paraître scolaire à certains, hein, de pointer des choses comme ça, sachez déjà que tout ce travail de pointage et tout ce travail graphique, plus on avance vers l'expérience, moins on le fait, hein, et qu'au final on le fait plus du tout. Mais sachez aussi que c'est important de faire ces repères visuels et de faire ce travail visuel pour pouvoir vraiment acquérir de l'expérience, hein. C'est un peu comme quand on suit un cours. C'est toujours beaucoup plus facile de le retenir si on prend en même temps des notes ou si on retranscrit carrément la totalité du cours par écrit, hein. C'est la même chose dans le trading. Si on écoute entre guillemets simplement le marché en regardant vaguement ce qui se passe, on acquiert peu d'expérience, on en retient peu d'informations. Mais si on regarde le marché en le décortiquant avec méthode et précision, là on comprend beaucoup plus vite ce qui s'y passe, hein. C'est ça notre philosophie d'enseignement, et c'est avec ça qu'on a réussi en interne, et c'est avec ça que les traders qu'on a formés réussissent, hein. On va maintenant voir le dernier principe d'analyse du MACD, la lecture de l'histogramme, qui nous dit que quand l'histogramme est au-dessus de la ligne de 0, mais qu'il commence à retomber, on a une tendance haussière qui s'affaiblit, et qu'à l'inverse, quand l'histogramme est au-dessous de la ligne de 0 et commence à remonter, c'est que la tendance baissière perd de sa force, hein. On va rapidement regarder ce que ça donne sur le MACD. Je dis rapidement parce que c'est un signal qui est quand même plutôt peu important, hein. Donc on va rapidement effacer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pouvoir se concentrer donc sur l'histogramme, hein. On va zoomer et on va voir sur les graphiques à quoi ça correspond, hein. Voilà. Donc je vais zoomer volontairement sur l'histogramme, hein. On va éluder complètement les lignes de MACD. Là, on s'en sert plus du tout. On va simplement regarder l'histogramme, hein. Donc voilà. Et donc quand je suis au-dessus de 0, ça me confirme ma tendance haussière. Et quand je suis en dessous de 0, ça me confirme ma tendance baissière. Donc je vais mettre la ligne des 0 en lumière. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne des 0. Quand je suis en dessous, je suis en tendance baissière, et quand je suis au-dessus, je suis en tendance haussière. Par conséquent, quand je suis au-dessus et que je commence à repasser en dessous, la tendance haussière perd sa force. Et quand je suis en dessous et que je commence à repasser au-dessus, la tendance baissière, cette fois, perd sa force, hein. Donc qu'est-ce qui se passe là, par exemple? Je suis en position sur cette hausse-là. Voilà. Par exemple, parce que j'ai suivi
ce croisement haussier, hein. Ici on a un croisement haussier, donc imaginons je prends ce croisement haussier, je suis cette tendance haussière, je vois sur mon histogramme les barres sont de plus en plus hautes, pas de problème, et je vois ici que les barres sont de plus en plus faibles, hein. Elles faiblissent proportionnellement par rapport au cours, elles faiblissent proportionnellement beaucoup plus, hein. Donc vous vous rendez compte en regardant l'histogramme qu'il se passe quelque chose d'important, alors que si vous vous étiez concentré que sur les prix, vous vous dites bon c'est une petite baisse assez plate, c'est peut-être pas très grave, hein. Mais si vous vous servez de l'histogramme pour compléter ces observations, vous vous dites ah bah tiens, ça commence dangereusement à passer vers la ligne de zéro, la tendance peut-être perd de sa force et il vaudrait peut-être mieux que je sorte de la position, hein. Donc voilà à quoi ça sert l'histogramme de MACD. C'est un petit peu comme les moyennes mobiles exponentielles 21 et 55 pour l'étude de la force de la tendance. C'est un peu un outil de suivi de position, hein. Donc pareil ici, mettons que je sois positionné à la baisse. Donc là je vois mon histogramme de MACD qui va de plus en plus bas, hein. Quand je verrai que ça commence à remonter vers la ligne de zéro dangereusement, je me dirais que la baisse est peut-être terminée et qu'il faudra peut-être penser à couper la position vendeuse, hein. Donc c'est également pareil ici, hein. On voit ici qu'on a ici une forte hausse correspondant à une forte hausse de l'histogramme, et on voit que l'histogramme se réduit de manière drastique, hein, et continue à se réduire alors que les cours reprennent leur hausse ici sur cette petite partie, hein. Il y a comme une divergence de l'histogramme, hein, en d'autres termes. Donc là on voit que l'histogramme continue de faiblir tandis que les cours remontent. Et là on sent bien que il y a une tendance qui s'essouffle un peu, hein, ce qui est ensuite confirmé par cette phase de plusieurs heures, hein, d'une demi-journée même, où on a une évolution totalement plate avec une correction pour qu'ensuite la hausse reparte, hein. En tout cas, ça aurait pu nous inciter à dire va peut-être falloir que je sorte de la position, quitte à la reprendre après, parce que pendant quelques heures, il va y avoir de l'incertitude, hein. Donc voilà, hein, également ici, hein, vous suivez, donc là on a l'histogramme qui est dans le négatif, vous suivez cette tendance baissière. Vous voyez que l'histogramme commence à remonter dans le positif. À partir d'ici, hein, vous vous dites la tendance baissière elle est peut-être terminée. Je vais peut-être sortir de la position. Et puis effectivement après c'est reparti à la baisse, hein, mais vous évitez ce petit retour, hein, grâce à l'histogramme. Donc voilà, on regarde l'histogramme, on regarde quand on est en haut si ça baisse et quand on est en bas si ça remonte, et on compare ça à la tendance en place pour voir si on a donc un affaiblissement de la tendance ou un accroissement de la force de la tendance. Donc au niveau de certaines petites astuces et limites pour le MACD, on va faire attention au surachat et aux surventes, et on ne va pas en tenir compte en cas de très forte tendance, hein. Bien sûr, si les cours ont une bonne raison d'aller très fortement à la hausse, ils vont peut-être être surachetés et continuer d'être surachetés longtemps, hein. Donc quand on a des mouvements très puissants à la hausse ou à la baisse, on ne tient pas compte des surachats et des surventes. On va aussi se dire que les croisements haussiers sont des signaux renforcés en zone de survente, et que les croisements baissiers sont des signaux renforcés en zone de surachat, hein. Je reprends le graphique pour pouvoir illustrer ça, hein. C'est-à-dire que bien sûr, de la même manière qu'on l'a fait pour les divergences, en prenant en compte les divergences baissières qui se font hautes et les divergences haussières qui se font basses, on peut faire ça pour le MACD, hein. On peut se dire par exemple, ça c'est une très bonne règle de filtrage des croisements de MACD, hein. On va se dire, je prends en compte uniquement les croisements baissiers qui se font en haut et uniquement les croisements haussiers qui se font en bas, hein. Donc là, si on regarde les croisements, donc on aurait pris les croisements baissiers, on aurait pris uniquement les croisements baissiers en haut. Donc on aurait joué ce croisement-là, pas celui-là, celui-là également. Tout ça on n'aurait pas joué. Celui-là on l'aurait pas joué parce que il se passe pas sur le bas du graphique, et celui-là on l'aurait joué, etc. Donc une règle de filtrage des croisements, c'est vous prenez en compte les croisements baissiers
qui se font sur le haut du MACD et les croisements haussiers qui se font sur le bas du MACD. Et donc, si on suit cette règle-là, plus le croisement baissier se fait haut sur le MACD, plus il a du potentiel, et plus le croisement haussier se fait bas sur le MACD, plus il a du potentiel, bien sûr. Donc, petit rappel pour la fin de cette vidéo, les filtres, les croisements. Donc, plus un croisement haussier est effectué sur de bas niveaux, plus le signal est valide. Inversement pour les croisements baissiers. Et au niveau des divergences, plus une divergence haussière est effectuée sur de bas niveaux, plus le signal est valide. Et inversement pour les divergences baissières, plus les divergences baissières sont effectuées sur de hauts niveaux, plus elles sont valides. Et enfin, plus l'angle d'une divergence est important, plus celle-ci est valide. Si vous pouvez tracer une ligne franchement haussière sur les cours et une ligne franchement baissière sur l'indicateur, on a évidemment une divergence qui est plus visible et qui est donc plus suivie et qui est donc plus valide. Et au niveau des surachats et des surventes, plus la tendance est forte, plus les bornes qu'on met de manière arbitraire doivent être larges. Donc ça devrait vous donner une bonne idée de ce qu'on appelle le filtre. Les filtres, c'est des règles de prise en compte des signaux. Ça veut dire, on va se dire, je sais qu'il y a des faux signaux, donc je vais être très exigeant quand je vais relever mes signaux. Je ne vais pas faire attention à tous les croisements. Je vais tenir compte de l'endroit où ils se font sur le MACD. Pareil pour les divergences, et au niveau des surachats et des surventes, je vais faire attention à comment je place mes bornes en fonction de la force de la tendance. Et très sincèrement, si on prend le MACD, on montrera des exemples de ça dans la vidéo sur les sessions de trading, mais si on prend le MACD, qu'on regarde tous les signaux et qu'on joue tous les signaux, il y a de bonnes chances qu'on perde de l'argent. Mais si on prend le MACD et qu'on y applique les filtres simples que je viens de vous montrer, là, on est quasiment sûr d'arriver à un bilan gagnant. Je ne dis pas qu'on filtrera toutes les mauvaises opérations, mais je dis que le bilan est gagnant. Et je vous rappelle que c'est pas une formation à l'analyse, c'est-à-dire que dans cette formation, on n'apprend pas à avoir raison à tous les coups. On apprend à se mettre sur le bon chemin pour gagner de l'argent. On n'a pas un but d'analyste, on a un but de trader. Et le but du trader, c'est de gagner de l'argent sur le bilan, sur le total, quel que soit le terme, à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, il faut que le bilan soit positif. On s'en fiche si on a eu tort plein de fois, du moment que le bilan est positif. Donc, peu importe que le filtrage nous enlève des bons signaux ou que le filtrage laisse quand même des faux signaux, pour peu qu'on arrive au final à un bilan positif. Donc, on commence là avec cette première vidéo sur les signaux de trading et attaquer le cœur du métier de trader. Donc, j'essaye de remettre un petit peu les choses en place. Jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup d'études de tendance. Donc, quand on se met devant les graphiques, on fait d'abord de l'étude de tendance. On trouve une tendance plate, ascendante, descendante. Ensuite, on passe aux signaux de trading. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est un petit peu la méthode qui se déroule devant vos yeux. On fait d'abord l'étude de tendance, après on relève les signaux. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc bien sûr, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, l'étude de tendance. Donc quand on va relever nos signaux, ça va être un autre filtre. On va se dire que vu qu'on a défini une tendance générale, on va essayer de trouver des signaux dans le sens de la tendance générale. Tout ça, ça deviendra plus clair quand on fera en même temps de l'étude de tendance et en même temps des signaux dans la leçon où on fait 100% d'exemples de trading avec la mise en application de la méthode. On en a désormais terminé avec le MACD. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'indicateur RSI.